Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du 19h30. Voici les titres du journal. Avec l'essor de l'intelligence artificielle, de nouvelles questions émergent quant à son impact sur la cybersécurité. La convergence entre ces deux domaines soulève des enjeux majeurs pour les sociétés africaines, tant sur le plan des menaces que des opportunités. Un ingénieur en informatique nous en dit plus. Vous le suivez dans ce journal. La Côte d'Ivoire célèbre aujourd'hui le 65e anniversaire de son indépendance. À la veille de cette commémoration, le président Alassane Ouattara s'est exprimé devant la nation dans une allocution empreinte de reconnaissance. Il a dressé le bilan des avancées réalisées. Et puis au Ghana, 8 personnalités dont 2 ministres ont péri ce mercredi dans un accident d'hélicoptère. Accra a décrété 3 jours de deuil national et mis en berne tous les drapeaux jusqu'à nouvel ordre. Après l'obtention du baccalauréat, une autre étape cruciale attend les nouveaux diplômés. Choisis le avenir. Face à la multitude de choix qui s'offrent à eux, nombreux sont les nouveaux bacheliers qui peinent à se décider et se retrouvent désemparés au moment crucial de l'orientation. Voici un coach de vie nous partage des conseils pour faire des choix éclairés loin de la pression sociale ou familiale. Suivons-le. Le jeune qui a le bac et qui souhaite s'orienter dans une filière, il est important qu'il voit qu'est-ce qui l'intéresse, qu'est-ce qui l'intéressait, et en fonction de ce qui l'intéresse, il pourra vraiment dire j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, en collaboration bien sûr avec les parents. Ici au cabinet, je reçois des jeunes qui disent souvent j'ai envie de faire telle chose, mais mon papa, mon maman m'oblige à faire plutôt ceci. Et là, c'est difficile pour moi parce que je ne me suis pas motivé pour cela. Et ça constitue un conflit entre les parents et le jeune. De façon générale, moi, je conseille aux parents, quand surtout aujourd'hui, vous allez remarquer que les élèves ont le bac, ou les enfants ont le bac très tôt, très jeunes. À 16 ans déjà, ils ont le bac, ou à 17 ans déjà, ils ont le bac. Alors, c'est plus intéressant si d'aventure on n'a pas eu la chance de donner la possibilité à l'enfant pendant les congés, les vacances, d'aller expérimenter, d'aller passer du temps dans une entreprise, il est important maintenant, après le bac, de lui donner la possibilité, surtout les vacances, d'aller faire quelque chose dans une entreprise, d'aller faire une expérience. Je propose même de passer toute l'année dans un milieu professionnel. Cela leur permet de découvrir vraiment le métier. Il peut découvrir, à partir de cette expérience, l'enfant peut me dire, j'ai envie de faire telle chose qui n'est pas forcément la profession dans laquelle il a fait l'expérience. Donc, il est important de donner. Donc, de façon générale, moi, je conseille ou je recommande à ceux qui ont le bac très jeune d'aller faire une expérience vraiment en entreprise. Dans une institution, cela leur permet d'être confrontés vraiment un peu comme auparavant où on faisait des services militaires, où quand tu as le bac, tu vas vraiment offrir tes compétences. Cela te permet de te découvrir, cela te permet de voir si de te découvrir toi-même, mais de voir dans quel secteur tu seras à même de servir la communauté. Au-delà de l'argent, c'est le service de la communauté. C'est ça qu'on cherche aussi. Puisque c'est ça qui va t'épargner. Servir la communauté, prendre soin de sa famille. Voilà. Donc, ce sont des éléments importants que, après le bac, il faut vraiment qu'on fasse carrément une pause. Ça, c'est ça, je le recommande forcément. Parce que parfois, les parents, c'est après, ils sont pressés. Qu'est-ce qu'ils veulent dire pressés? Ils veulent que l'enfant réussisse vite. Mais vous allez remarquer qu'il y a certains métiers, quand tu es trop jeune, les gens ont de réticence à venir vers toi. Des métiers de conseil comme la psychologie, quand tu es trop jeune, les gens hésitent ou sont un peu réticents par rapport au service que tu offres. Et quand vous choisissez, je dis aux apprenants, ceux qui ont eu fraîchement le bac,
Quand vous choisissez parce que les autres ont choisi, vous voulez faire comme les autres, c'est que ça va vous rattraper tôt ou tard. J'ai accompagné des gens qui, à 10 ans, 15 ans, à 15 ans de profession, de leur profession, ils n'ont plus vraiment l'énergie pour continuer à faire la même profession. Ils ont demandé à démissionner pour aller faire ce qui les intéresse. Les néo-universitaires, je leur demande, je leur recommande d'aller faire des expériences vraiment en institution, en entreprise. Voilà. Et durant ce temps, ils peuvent même faire de brèves formations professionnelles pour se brosser un peu, pour confronter un peu leur envie, leur personnalité, leur talent à diverses professions, à divers métiers et pouvoir vraiment se poser. Et l'année prochaine, ils pourront vraiment faire un choix adéquat par rapport à leur personnalité. Nous l'annonçons il y a quelques instants, l'émergence de l'intelligence artificielle et son influence sur le paysage technologique soulève des questions, notamment en matière de cybersécurité. L'interaction entre l'IA et la cybersécurité représente un sujet d'une importance capitale car il influence la manière dont les sociétés africaines abordent les défis mais également leur capacité à tirer parti des opportunités que présente l'intelligence artificielle. Un ingénieur informatique nous en parle plus dans cet élément. On se dit que l'intelligence artificielle aujourd'hui peut faire beaucoup de choses à la place de l'homme. Donc, c'est la machine qui va faire tout à la place de l'homme. Mais c'est un mythe parce que, en réalité, c'est vrai que l'intelligence artificielle apporte beaucoup de choses. C'est-à-dire l'aspect décisionnel. Pour prendre des décisions, pour définir des politiques, des mesures de sécurité, on peut utiliser l'IA pour améliorer ces politiques de sécurité, pour définir des lignes directrices, pour prendre des décisions, pour contrer les attaques et tout. Mais c'est un mythe que l'IA fait tout à la place de l'homme. Parce que sans que l'homme puisse apporter son raisonnement, sans que l'homme puisse apporter son côté critique, son côté raisonnement, pour améliorer ces solutions, l'IA ne peut pas tout faire. Maintenant, même au niveau de la cybersécurité, au niveau des large language models, les LLM dont on parle aujourd'hui, au niveau des IA, c'est-à-dire les chatbots comme ChatGPT et autres, qui sont très très évolués aujourd'hui. Alors, les cybercriminels peuvent utiliser donc ces chatbots-là et donc halluciner ces systèmes-là, attaquer ces systèmes et influencer les réponses que ces systèmes vont vous apporter lorsque vous allez donner des prompts, donner des questions et donc influencer les réponses et donc vous donner des réponses autres que celles que vous devez avoir. C'est pourquoi on parle d'aujourd'hui de l'influence de l'intelligence artificielle dans le domaine de la cybersécurité. Donc c'est très utile, ça permet d'améliorer la cybersécurité, les solutions, les lignes directrices, éthiques et autres. Mais ça n'apporte pas tout, il faut toujours l'œil critique de l'homme et sa touche personnelle pour pouvoir améliorer vraiment les solutions en matière de cybersécurité. L'IA aujourd'hui fait parler, c'est-à-dire on peut prendre votre voix et vous faire parler à partir d'un test avec votre propre voix et on va croire que c'est vous. Alors, comment on peut contrer ces choses-là aujourd'hui? Alors, comment on peut contrer ces choses-là? Est-ce qu'on peut les contrer? On ne peut pas les contrer. On ne peut pas les contrer, mais on ne peut pas contrer qu'un système a utilisé votre voix. Mais ce qu'il faut faire, simplement, c'est qu'il y a des audits réguliers qu'il faut faire sur vos systèmes. Et lorsque il faut pouvoir vérifier, il faut pouvoir faire référence à la personne pour dire, est-ce que vous avez, entre-temps, fait telle ou telle interview? C'est-à-dire, quand par exemple, vous recevez un appel, quelqu'un vous appelle, c'est-à-dire, et c'est par exemple l'IA qui a été fait en dessous, et vous demande, envoyez-moi 500 000, 200 000 pour ceci ou cela, utilisant la voix de telle ou telle autre personne, vous devez prendre la précaution d'appeler cette personne pour vérifier, est-ce que c'est toi qui m'as demandé de t'envoyer cet argent-là? Il faut faire ce contrôle-là.
Et si vous faites ce contrôle et la personne vous dit non, vous allez comprendre qu'en fait, c'est un cybercriminel qui est passé par cet outil d'IA-là pour usurper votre voix. Il faut toujours se faire aider. Aujourd'hui, il y a des experts en cybersécurité qui sont de plus en plus formés de par le monde entier. Il faut se faire aider par ces experts-là. Et il y a la formation, la sensibilisation qui doit se faire également. Comme je le dis souvent, je suis enseignant également dans les universités. Je dis qu'il y a un cours qu'on doit mettre dans tous les niveaux, dans toutes les filières. Un cours d'hygiène informatique pour donner aux différents étudiants, même aux employés des entreprises, les bases, les différentes techniques pour comment utiliser l'outil informatique à bon escient, de façon sécurisée, pour ne pas se faire avoir par ces hackers, ces cybercriminels. Formation, sensibilisation, et puis donc aussi se faire accompagner par les experts de cybersécurité, si possible. Dans un tout autre registre à présent, la Côte d'Ivoire célèbre ce jeudi le 65e anniversaire de son indépendance. Comme à l'accoutumée, cette journée s'accompagne d'un cérémonial officiel, d'un discours du chef de l'État. En amont des célébrations, le président Alassane Ouattara s'est adressé à la nation. Il a dressé un bilan des acquis et annoncé de nouvelles mesures sociales. Suivons un extrait de ses propos. Ivoiriennes, Ivoiriens. Mes chers compatriotes, ce jeudi 7 août 2025, notre belle Côte d'Ivoire célèbre le 65e anniversaire de son accession à l'indépendance. Cette date, au-delà de sa portée historique, est toujours un moment privilégié pour se souvenir des idéaux et des valeurs qui ont fondé notre nation. 65 ans, c'est l'âge de la maturité, l'âge où une nation peut, avec fierté, mesurer son parcours, ses efforts, ses réussites et ses résiliences. Cet anniversaire est donc bien plus qu'une commémoration. C'est un moment de prise de conscience collective sur le chemin parcouru, une invitation à consolider les acquis et à se projeter dans le futur. Mes chers compatriotes, chaque génération de notre pays a eu à affronter ses propres défis. Pour nous, le défi majeur, après la grave crise que notre pays a traversée, fut de remettre la Côte d'Ivoire sur la voie de la stabilité, de la sécurité, de la paix et du développement. Ce que nous avons accompli ensemble depuis plus d'une décennie n'est pas seulement une série de réformes ou de chiffres, c'est une transformation profonde de l'État, de notre rapport à l'unité nationale et au bien commun. Aujourd'hui, la paix et la sécurité sont une réalité. Le développement est visible, concret et palpable à travers tout le pays. Cela a été rendu possible parce que dès les premiers jours, nous avons fait le choix de nous mettre au travail. La commémoration de l'indépendance de notre pays cette année, à l'instar de celle des années antérieures, est un fort moment d'union autour de notre chère nation et l'occasion de réaffirmer les valeurs de paix et de pardon qui la fondent. À cet égard, conformément aux prérogatives que me confère la Constitution, j'ai signé 2 décrets au titre de la justice. Un décret accordant la grâce présidentielle à 2087 détenus et un décret accordant une remise de peine à 6446 détenus dont le reliquat de la peine est inférieur
à 36 mois. Ainsi, ce sont 8533 détenus de droit commun, condamnés pour des infractions mineures qui bénéficieront de ces mesures. Mes chers compatriotes, dans quelques semaines, vous serez appelés aux urnes pour l'élection présidentielle. Je tiens à nouveau à rassurer l'ensemble de nos compatriotes. Toutes les mesures ont été prises pour garantir un scrutin apaisé, sécurisé et démocratique. Le droit de vote de chaque Ivoirienne et de chaque Ivoirien sera pleinement respecté dans un esprit de responsabilité et de maturité. J'en appelle à la responsabilité de tous les acteurs de la vie politique, sociale et civile. Notre pays a montré sa capacité à relever tous les défis. Nous devons préserver nos importants acquis pour bâtir ensemble une nation solidaire, stable et prospère. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. Vive la République, vive la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Au Nigeria, le ministère de l'Environnement a émis ce mercredi une alerte aux inondations pour 19 États du pays. De fortes précipitations attendues s'annoncent entre le 5 et le 9 août. Cette mesure vise à prévenir les risques liés à la montée des eaux en cette période critique de la saison des pluies. Le reportage. Le ministre nigérian de l'Environnement a lancé ce mercredi une alerte aux inondations pour 19 États en raison de fortes pluies attendues entre le 5 et le 9 août prochain. Le Centre national d'alerte précoce aux inondations a identifié plusieurs zones à risque, notamment dans les régions nord-ouest, sud et centre, dans l'État du Niger, déjà durement touché par des inondations en mai dernier et qui avaient fait 117 morts et causé de lourds dégâts matériels. Les autorités appellent les populations et les gouvernements locaux à prendre des mesures de précaution pour limiter les pertes humaines et matérielles. Cette alerte survient alors que le Nigeria est en pleine saison des pluies, une période propice aux inondations. Pour rappel, en 2022, le pays a subi les pires inondations en plus de 10 ans, plus de 600 morts, 1,5 million de déplacés et près d'1 demi-million d'hectares de terres agricoles détruits. Les autorités espèrent éviter un scénario similaire cette année. Le Ghana est en deuil. Un tragique accident d'hélicoptère survenu ce mercredi a coûté la vie à plusieurs hauts responsables, dont 2 membres du gouvernement. Le drame s'est produit après la disparition d'un appareil militaire transportant 8 personnes parties d'Accra à destination d'Obuasi. Le reportage. Les autorités ghanéennes confirment l'identité des 8 victimes du crash meurtrier survenu mercredi dans la région d'Ashanti. Le ministre de la Défense Edouard Oman Bohama et celui de l'Environnement Murtala Mohamed figuraient bien parmi les passagers, aux côtés de cadres du parti au pouvoir et de membres de l'équipage. Le Z9 parti d'Accra mercredi matin devait rejoindre Obuasi pour une mission liée à la lutte contre l'orpaillage illégal. Il a disparu des radars quelques minutes après son décollage. Les équipes de secours ont pu localiser l'appareil dans une zone forestière difficile d'accès. Les corps retrouvés étaient déjà calcinés. À ce stade, aucune hypothèse n'est écartée. Le chef de l'État, John Dramani Mahama, a décrété 3 jours de deuil national à compter de ce jeudi. Il a d'ailleurs suspendu tous ses engagements publics pour le reste de la semaine. Selon les rites musulmans, le ministre de l'Environnement, Murtala Mohamed, sera inhumé ce jeudi. Les victimes incluent également un haut conseiller à la sécurité nationale, le vice-président du parti au pouvoir, ainsi que 3 militaires. Alors qu'une enquête militaire est en cours, la population continue de rendre hommage aux disparus. Les Émirats arabes unis ont interdit aux avions soudanais d'atterrir dans les aéroports de ce pays du Golfe. L'autorité soudanaise de l'aviation civile a annoncé cette décision dans un communiqué. Les autorités émiraties ont également empêché un avion de ligne soudanais de décoller de l'aéroport
d'Abu Dhabi. Suivant. Les compagnies soudanaises interdites aux Émirats arabes unis. Une décision surprise qui a pris de court les autorités soudanaises de l'aviation civile et sémé mercredi la confusion à l'aéroport de Port-Soudan où des passagers d'un vol administré par la compagnie Tarco finalisaient leur formalité de départ vers Dubaï. En plus de la capitale émiratie, les portes de l'aéroport de Sharjah sont également fermées aux compagnies soudanaises. L'interdiction de vol marque une nouvelle escalade significative dans la détérioration des relations entre Khartoum et Abu Dhabi. Dans la foulée de cette interdiction, la télévision publique soudanaise a fait état d'un bombardement mercredi d'un avion émirati convoyant des mercenaires colombiens lors de son atterrissage à l'aéroport de Niala dans le Darfour Sud. Les forces de soutien rapide ont pris le contrôle de cette ville l'année dernière. L'armée les accuse d'utiliser ces infrastructures pour recevoir des armes étrangères. Le Premier ministre indien a assuré ce jeudi qu'il ne risquerait pas les intérêts des agriculteurs, du secteur laitier et des pêcheurs alors que Donald Trump a annoncé la veille 25% de droits de douane supplémentaires à l'encontre de l'Inde. Les négociations entre Inde et États-Unis au sujet des droits de douane de Donald Trump avaient pourtant débuté sous des auspices prometteuses. C'est après moi. Alors que Donald Trump a imposé des droits de douane supplémentaires de 25% à l'Inde, le Premier ministre indien joue la carte de la résistance, Narendra Modi, refusant toute idée de compromis. Pour nous, les intérêts de nos agriculteurs constituent notre priorité absolue. L'Inde ne fera jamais de compromis sur les intérêts de ses agriculteurs, éleveurs et pêcheurs, nos frères et sœurs. La décision américaine vise à punir l'achat de pétrole russe par l'Inde. Le décret entrera en vigueur dans 21 jours et portera à 50% les droits de douane combinés imposés à l'Inde. Je sais que personnellement, je devrais en payer le prix fort, mais je suis prêt à le faire. Aujourd'hui, l'Inde est prête pour ses agriculteurs, pour les pêcheurs, pour les éleveurs. L'Inde et les États-Unis ont mené 5 cycles de négociations sur un accord commercial bilatéral sans succès. Nous sommes à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bg/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.